Salut à tous et bienvenue dans le premier épisode de cette série de vidéos consacrée au voyage à vélo. Pour ce premier épisode, on voulait évoquer l'élément principal sans quoi il n'y a pas de voyage à vélo, le vélo. La question qui doit guider le choix d'un vélo, c'est vraiment le projet qu'on a, ce pourquoi on l'achète. Est-ce que c'est juste pour faire du vélo autour de chez soi? Est-ce qu'on veut aller à l'autre bout du monde? Est-ce qu'on veut faire que de la route? Est-ce qu'on veut faire que de la piste? Ou un peu des deux? Est-ce qu'on veut vraiment être chargé 60 kg de bagages? Ou est-ce qu'on veut être tout léger et faire 150 bornes par jour? Il y a vraiment 1000 façons de voyager et donc il y a 1000 vélos possibles. D'ailleurs, il y a un truc qui est un petit peu cliché qu'on entend souvent mais qui est vrai, c'est que n'importe quel vélo permet de voyager. Il y a des gens qui ont des vélos sur mesure à vraiment 15 000 € et il y en a d'autres qui ont des vieilles bicyclettes soviétiques achetées d'occasion au fin fond de l'Ouzbékistan et qui font le tour du monde avec. Et même si pour ce voyage-là, nous on s'est équipé avec des vélos de bonne qualité, le premier trip qu'on a fait, c'était avec des vélos qu'on avait récupérés au fond de nos garages. Il y a beaucoup de mécanos qui nous avaient dit qu'ils tiendraient pas jusqu'à la frontière et au final on a quand même réussi à aller en Ukraine, donc c'est pas si mal. Nous, notre projet, c'était d'aller jusqu'en Asie centrale depuis la France, donc on a préféré s'orienter vers des vélos fiables, faciles à entretenir, faciles à réparer, parce qu'on savait pas si on allait facilement trouver des vélocistes ou des pièces de rechange en Asie centrale. Et deuxièmement, on pensait faire principalement de la route, donc il nous fallait des trucs assez roulants, qui pouvaient faire quand même un peu de piste, mais pas de la piste trop vénère. Sachant tout ça, on a établi plusieurs critères essentiels liés à notre projet. Déjà pour le matériau du cadre, on a voulu s'orienter vers des vélos en acier, donc c'est quelque chose qui est très commun dans le milieu des vélos de voyage, parce que c'est plus facilement réparable que de l'alu ou du carbone et c'est beaucoup moins cher que du titane. Certes, ça donne des vélos un peu lourds, donc les nôtres ils faisaient à peu près 15 kg, mais c'est des vélos qui sont au final très confortables à rouler une fois qu'ils sont chargés. Ensuite, on a voulu partir sur des freins à disque mécaniques. Ça freine mieux sous la pluie que des freins à patins et ça use moins la jante. Un disque, c'est facile à réparer, une roue, beaucoup moins. Mais c'est quand même moins complexe qu'un frein hydraulique. Si on était parti en Europe ou proche de la maison, on serait sûrement parti sur l'hydraulique, mais là, vu qu'on partait dans un endroit un peu plus reculé, on voulait quelque chose qui soit facile à réparer, facile à régler nous-mêmes. Globalement, on est parti sur du fiable. Ensuite, on voulait des roues de 28 pouces parce que c'est plus roulant que des roues en 26 et ça a quand même une meilleure capacité de franchissement. Ça, on le dit, mais c'est pas un critère qui est très contraignant parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de vélos qui sont en 28 pouces. Le 26 pouces, c'est quand même un petit peu daté aujourd'hui. Ensuite, au niveau de la transmission, on n'avait pas vraiment d'avis sur mono, double, triple plateau, etc. Nous, ce qui nous importait, c'était vraiment d'avoir un braquet le plus petit possible. Le braquet, en gros, c'est le rapport de réduction entre le pédalier et la roue arrière. C'est-à-dire que quand on a un braquet de 1, en faisant un tour de pédale, la roue arrière a fait un tour. Et ça, un braquet très petit, ça n'a pas été si facile que ça à trouver. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de modèles parmi les vélos de voyage dont le braquet minimal était relativement élevé, c'est-à-dire autour de 0,80, 0,88. Sur nos Ridgeback, quand on les a achetés, on a changé la cassette et donc on est parti avec un braquet minimal de 0,72 qui est quand même nettement mieux. Et en cours de voyage, on a remplacé le pédalier pour mettre des plateaux encore plus petits, ce qui a fait tomber le braquet à 0,61. 0,61, c'est vraiment bien. Avec ça, on peut littéralement grimper aux arbres. Pour donner une idée, globalement, avec des vélos chargés, donc qui font entre 40 et 45 kg, plus nous dessus, on peut pédaler dans du 10% en allant droit. Au-delà, il faut faire des lacets, mais on peut quand même avancer. Donc c'est quand même quelque chose qui permet de passer des reliefs assez importants. Et surtout, ce qui est important, c'est que même avec cette configuration-là, donc de cassette relativement grande et de pédalier relativement petit, c'est qu'on n'a jamais été bloqué au niveau des hautes vitesses. Avec notre transmission actuelle, on pouvait pédaler jusqu'à 40, 42, 44 km/h, ce qui, en voyage, arrive quasiment jamais, parce que ça veut dire qu'on est en descente. Donc ça n'a jamais été un critère limitant, et on est très content d'avoir fait ce choix-là, de privilégier le braquet minimal au braquet maximal. Donc ça, c'est vraiment un conseil qu'on peut donner si vous prévoyez de partir chargé et que vous faites autre chose que du plat. Faut vraiment viser un braquet qui est petit. Donc voilà, ça c'est vraiment les critères qu'on avait qui étaient influencés par notre style de voyage. On avait quand même un critère plus perso, vraiment un choix comme ça, c'est le fait d'avoir des cintres de route. En fait, pour le premier voyage, Clément il avait un bullhorn, donc c'est les cintres avec des tubes qui remontent sur les côtés, et il s'est rendu compte qu'il était 100% du temps sur, pas les cocottes du coup, mais sur les bouts du cintre, et qu'il adorait cette position en fait avec vraiment le bras dans l'alignement de la main, qui est du coup typique des cintres de course plutôt que des cintres plats où on est vraiment comme ça et on peut avoir les poignets un peu cassés. Sur nos vélos, on a même remplacé nos cintres vraiment purement route par un cintre gravel, donc plus évasé sur le côté pour avoir une position plus confortable, et surtout on a remarqué qu'avec ce cintre en fait, on avait quand même plein de positions de main tout au long du cintre, donc en fait on n'avait vraiment rien à envier à des cintres papillons qui sont réputés pour le voyage parce que justement il y a plein de positions sur le cintre et que c'est confort au long cours, etc. Nous avec nos cintres gravel, vraiment on était trop bien. On était super bien. Donc tous ces critères, ça réduisait quand même pas mal le spectre des vélos qui nous convenaient, et au final on s'est orienté vers les Ridgeback Panorama, notamment parce que c'est des vélos qui proposaient un modèle en XS.
Et en fait, ça se voit peut-être pas comme ça, mais Charlotte, c'est un petit gabarit, elle fait 1m55. Donc mine de rien, c'est pas si facile que ça de trouver des vélos qui lui conviennent. Et on préférait avoir chacun le même modèle, parce que ça permettait d'avoir les mêmes pièces détachées, etc. C'était quand même un choix de simplicité. Surtout que je suis partie sans trop savoir réparer des vélos, et là au final, tout ce que j'apprenais sur un vélo, je savais le faire sur le deuxième vélo, et c'était méga pratique. C'est sûrement possible avec des vélos différents, mais au moins avec des vélos identiques, on n'a pas à se poser la question, on sait que tout marche de la même manière. Donc ça, c'est vraiment les vélos qui nous convenaient le mieux, mais comme on est toujours un petit peu insatisfait, avant de partir, on a encore changé quelques pièces dessus. Déjà la selle. La plupart des vélos, de toute façon, ils sont livrés avec des selles un peu classiques, un peu nulles. Donc c'est attendu de vous que vous changiez votre selle. Sur le coup, nous on n'a vraiment pas été originaux. Clément il a choisi une Brooks comme la plupart des gens. Moi j'ai choisi une S&P comme la plupart des femmes. C'est un choix perso la selle, donc en vrai on n'a pas trop de conseils à donner là-dessus. Ce qu'on dit souvent, c'est que c'est essentiel d'avoir un trou au milieu de la selle pour soulager le périnée. Mais à part ça, malheureusement, il faut tester il faut tester et voir ce qu'on aime. Ensuite, on a remplacé les pédales pour mettre des pédales plates, parce que pendant notre premier voyage, on avait des pédales classiques sur des vélos classiques, donc avec des petits picots en métal. L'avantage, c'est que ça accroche bien, l'inconvénient, c'est que ça abîme très vite la semelle des chaussures. Donc pour ce voyage-là, on voulait un peu préserver nos chaussures, donc on a pris des pédales plates. Le problème, c'est qu'au cours du voyage, elles sont quand même bien usées, elles sont devenues très lisses, très glissantes. Donc dans les derniers mois, on a ajouté un petit strap de Cherry Strap qui permettait de faire comme un cale-pied. Et ça a vraiment été un plus en termes de confort, parce qu'avoir le pied stable et solidaire de la pédale, ça change la vie. Est-ce qu'on parle du fait que aussi quand on lève le pied, la pédale elle va avec ton pied? Apparemment ça te tient à cœur. C'est vraiment trop bien. Moi ça manque du coup sur les vélos là où j'ai pas mis le pied. On aurait aussi pu partir avec des pédales automatiques, mais honnêtement c'est un choix qu'on n'a pas vraiment envisagé. Parce que pédale automatique, ça veut dire qu'il faut avoir une paire de chaussures supplémentaires. C'est une paire de chaussures qui peut s'abîmer si on marche avec, si elle prend le sable, si elle prend la poussière, si on la tape contre des cailloux. Donc nous on a préféré la simplicité, on est parti avec des chaussures de randonnée basse qu'on utilisait pour faire du vélo, pour faire des visites et pour faire de la rando. Évidemment, on a aussi changé les pneus et évidemment, on a pris des Schwalbe Marathon Plus, la classique. En fait, c'est des pneus très répandus parce qu'ils ont une bande de protection anti-crevaison à l'intérieur. Et c'est trop bien. On a voulu les remplacer par des pneus plus légers, sans bande anti-crevaison, à peu près au début du voyage. Et en fait, c'était une grave erreur. Enfin, une grave erreur, calmos, mais on crevait tout le temps, c'était vraiment pas agréable. Donc certes, on avait 1 kg de moins, ça changeait que dalle. Et du coup, on a rechangé pour des marathons plus à la fin du voyage et on a pas crevé du tout. Donc Schwalbe Marathon Plus, il y a pas... Pas très original, mais c'est la base. En fait, il y a une raison pour laquelle c'est une référence. Ensuite, avant de partir, moi j'ai fait installer un moyeu dynamo et un système d'éclairage sur mon vélo parce que j'avais vraiment peur de tomber en rate d'électricité quelque part. Pour l'éclairage, c'est vraiment très pratique parce qu'il n'y a pas de lampe à charger et puis ça fait un éclairage qui est vraiment fiable et assez puissant. Mais j'ai l'impression que c'est un système qui reste relativement fragile. Déjà parce que les câbles de connectique passaient par l'extérieur du vélo, donc c'était très facile de les débrancher en tirant sur la roue. Et ensuite parce que j'ai l'impression que les moyeux dynamo, les mécanos aiment pas trop y toucher, donc au cours du voyage, on a fait resserrer, regresser tous nos roulements. Mais mon moyeu à moi, il a jamais été vraiment checké. Donc j'ai commencé à avoir du jeu et un moment dans une descente au fin fond de la Chine, au bout de 18 000 km, il a complètement éclaté. Juste après ça, on est passé au Pakistan et il n'y avait pas vraiment beaucoup de pièces disponibles, donc on n'a pas eu le choix que de le remplacer par un moyeu normal avec lequel j'ai fini le voyage. Et au final, ça m'a pas vraiment manqué. Et pour l'électricité, le chargement, on a plus été convaincu par le système du panneau solaire, mais ça on en parlera dans un prochain épisode. Un autre truc qu'on a ajouté sur les vélos, c'est un rétroviseur. Alors ça, niveau look, c'est terrible, ça a vraiment aucun style, mais aujourd'hui c'est vraiment quelque chose dont on peut plus se passer. On a roulé une semaine sans de Paris à Lyon, et à Lyon on en a acheté, et ça a vraiment été un plus en termes de confort. Avant ça, dès qu'on entendait un bruit derrière, dès qu'il y a un camion qui arrivait, on devait se retourner. Quand on se retourne, on dévie, donc on se rapproche du bord de la route ou on se rapproche des voitures. Bref, c'est vraiment pas safe. Donc voilà, rétroviseur, Decathlon fait un modèle qui est très bien. Ça a été un coup de cœur. Et aujourd'hui, même quand on marche dans la rue et qu'on entend un bruit derrière, on a tous les deux le réflexe de regarder en bas à gauche, là où il y avait notre rétro sur le vélo. Un autre truc qu'on aurait dû changer, mais on l'a pas fait et on regrette, ce sont les garde-boue. Quand il pleut, évidemment, c'est super, ça évite d'être aspergé partout, etc. Le problème, c'est dès qu'on est sur de la piste ou dès qu'il y a de la boue, en fait, ça garde la boue. Comme son nom l'indique. C'est nul, du coup, en fait. Ça... Vraiment, en fait, ça bloque complètement les roues et on s'est retrouvé à casser un garde-boue tellement la boue, elle collait. Et en fait, à être immobilisé sur des chemins de terre, on a fini par les enlever et... Je pense que si c'était à refaire, juste on n'en mettrait pas, ou on mettrait juste les petits trucs en plastique, ça serait très bien. Pour ce qui est de la navigation, on est parti avec un GPS, donc le Wahoo Element Home de 2e génération. C'est un GPS qui est non tactile et qui fonctionne avec des gros boutons en caoutchouc. Alors, il faudrait qu'on teste le tactile pour se faire un avis, mais en tout cas,
Personnellement, on a été vraiment convaincus par ce système parce que c'est extrêmement facile à utiliser dans toutes les conditions, c'est-à-dire que quand il fait froid et qu'on a des gants, on peut quand même utiliser le GPS, quand il pleut, il n'y a pas de problème de tactile, et quand on est sur de la piste et que le vélo vibre, on n'a pas besoin de faire des gestes précis, donc c'était extrêmement facile à utiliser. Un autre gros avantage, c'est que Wahoo propose des cartes de tous les pays du monde qui sont gratuites et téléchargeables depuis l'appli, donc ça c'était vraiment hyper pratique. Le seul souci qu'on a rencontré avec ce GPS, c'est qu'avec le temps, les boutons en caoutchouc ont fini par se détendre et avaient tendance à se décoller du boîtier, donc ça casse un peu le côté étanche du GPS. Je dis peut-être des bêtises, mais j'ai l'impression que ça a été corrigé sur la nouvelle version. Voilà, donc à ce stade, on a un beau vélo qui est tout équipé, qui correspond exactement à ce qu'on veut faire, mais il faut encore rajouter un truc avant de pouvoir partir, les sacoches. À chaque fois que je parle, c'est pour dire qu'on n'est pas originaux. Là non plus, on n'est pas originaux, on est parti sur du Ortlieb, une classique parmi les voyageurs à vélo. L'avantage qu'elles ont, c'est qu'elles ont une toile bien épaisse, très résistante à l'abrasion, donc ça c'est vraiment un plus. Et elles sont évidemment imperméables, pour moi c'est ça le vrai critère de choix d'une sacoche. Le seul petit inconvénient qu'on a vu, c'est au niveau des crochets en plastique. En fait, il y a plusieurs adaptateurs qui permettent de s'adapter à la taille du porte-bagages, mais avec le temps, le crochet il se déforme, le plastique du crochet se déforme, et au final, l'adaptateur n'est plus adapté à la taille du porte-bagages. Donc pour pallier ça, en fait, on a fini par enrouler de la chambre à air autour de nos porte-bagages pour éviter le jeu. Et ça a trop bien marché, et en plus ça a l'avantage de protéger le porte-bagages de l'abrasion. Donc ça c'est vraiment un conseil qu'on vous donnerait. Quand on est parti, on avait aussi un rack pack de chez Ortlieb, donc un gros sac étanche qu'on posait sur les sacoches arrière. Et au milieu du voyage, on a remplacé ça par un sac à dos qu'on maintenait en place avec des tendeurs élastiques. Et si on avait su, je crois qu'on serait parti avec ça dès le début. Déjà sur un sac à dos, il y a plein de petites poches à l'extérieur, donc ça permet de garder plein de petits trucs accessibles sans avoir à ouvrir le sac à dos. Ensuite, quand il faut décharger nos vélos, c'est beaucoup plus simple à transporter qu'un rack pack. Et le troisième avantage, c'est que dans la deuxième moitié du voyage, notamment quand on était dans la montagne au Pakistan, ça nous a permis d'aller faire des randos avec nos sacs sans avoir à en trouver sur place, et ça c'était vraiment super confortable. Le seul inconvénient, c'est que quand il pleut, il faut mettre un rain cover dessus, parce que c'était des sacs pas étanches qu'on avait. Honnêtement, c'est pas très contraignant, il y a qu'un rain cover à mettre, ça prend 30 secondes, donc c'est pas vraiment un problème. Pour les sacoches de cintre, par contre, on a fait une petite infidélité à Ortlieb et on est parti sur des sacoches faites fait main en fait, par des créateurs en France. En fait, ça a été difficile à trouver parce qu'on voulait pas de sacoche d'appareil photo en roll top, donc avec une partie à rouler. On cherchait vraiment quelque chose avec un couvercle pour que ce soit ultra accessible, enfin pour que l'appareil photo soit ultra accessible. Donc on est parti sur ce genre de sacoche. On a dû faire des concessions sur l'étanchéité, mais pour nous c'était l'accessibilité qui devait primer. Et d'ailleurs, au niveau des sacoches, Charlotte aussi a mis la main à la pâte, puisqu'en Arabie Saoudite, elle m'a fabriqué 3 petites sacoches en tissu saoudien. Donc pour le coup, celle-là, elle n'était pas du tout étanche, mais ça me donnait quand même un sacré style. Pour ce qui est de la répartition des affaires dans les sacoches, on n'a pas vraiment d'organisation type à présenter, parce que pour nous, ça a beaucoup varié au cours du voyage. Disons qu'en Thaïlande, on sortait pas souvent les doudounes et qu'à l'inverse, au Pakistan, les maillots de bain, ils avaient tendance à rester au fond des sacs. Globalement, il y avait 2 petits principes qu'on essayait d'appliquer. Le premier, c'était de garder accessible tout ce dont on pouvait avoir besoin dans la journée. Donc quand on était dans des régions plutôt pluvieuses, on gardait les affaires de pluie dans un sac à dos ou dans le haut d'une sacoche. Et le deuxième principe, c'est qu'on essaye de garder, regrouper tous les éléments qu'on utilise ensemble. Typiquement pour la cuisine, on se débrouillait pour avoir le réchaud, les casseroles, les bols, etc. dans une même sacoche. Ça évitait d'avoir à ouvrir tous nos bagages au moment de faire à manger. Donc voilà, c'est l'ensemble des réflexions qu'on a pu avoir sur le choix des vélos et des équipements. Il y a des choses qui ont changé aussi au cours de notre voyage, il y a des choses qu'on ferait différemment si on le refaisait aujourd'hui. Donc en fait c'est le jeu, on fait des erreurs, on apprend de nos erreurs surtout. Le plus important à retenir, c'est un peu ce qu'on a dit au début, c'est que toute cette configuration-là, tous ces équipements-là, c'est quelque chose qui convient à nous, qui nous plaît, qui répond à nos besoins, c'est pas du tout un modèle universel. L'objectif de cette vidéo, c'est plutôt de vous donner des pistes de réflexion pour que vous puissiez vous aussi faire vos choix, et de toute façon le plus important c'est de tester pour voir ce qui vous plaît. En tout cas on espère que l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour pas rater les prochains, et si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Bisous. Bisous.